Vous savez que j'en ai reçu quelques amis qui sont venus, des victimes. Et parmi eux, il y a un Mboshi d'Olombo, dont le père était le premier qui avait formé des cobras, qui s'appelait Eyoma. Donc, Eyoma avait le même titre comme Ntumi. Et lui, il n'avait rien. Donc, cet entêté, il s'énervait pour dire pourquoi lui, pourquoi pas moi? Et à la fois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une rébellion pour faire des embuscades à ceux qui revenaient du nord, même par les bateaux qui venaient par le fleuve, pour raconter les gens. Et Sassou avait donné des ordres pour dire comme il en fait trop, je ne voulais plus le voir. Donc, il partait à mission, il a donné des ordres à Ombéli. Je ne parle bien, non. Il a donné des ordres à Ombéli pour s'occuper de lui. Mais comme il paraît qu'il avait beaucoup de fétiches dessus, ils avaient localisé à l'endroit où il était, ils ont tiré sur lui, il n'était que blessé. Les autres autour d'eux, ça s'est passé à l'immeuble d'Italie, au boulevard. Il n'a pas succombé. Au retour, ça se a dit, comment ça s'est passé? Il dit, non, il n'est pas mort, mais il est à l'hôpital. Il dit, même pour ça, il a donné l'ordre qu'on puisse aller chercher. Donc, ils sont allés récupérer le malade à l'hôpital. Le médecin dit, mais c'est un malade, il dit, débranchez-lui un ordre. On l'a mené à Itatolo, on l'a battu. Ils sont allés chez lui, ils ont abattu la femme et l'enfant qui se trouvait. Le deuxième enfant qui était quelque part, qui n'était pas à la maison, c'est William Mansanga qui l'a fait fouiller par le Zaïre. Et ce garçon-là est venu, a fait une plainte qu'il a déposée à l'association. Et un jour, Maître Senda avait euh, appelé les noms des gens qui étaient comme victimes. Et le nom de cet enfant-là a été sorti de ce monsieur. Le général Oba, qui est là, qui le Celui que connaissait depuis. l'actuel ministre L'actuel ministre des a Mines. demandé de retirer la plainte. Il dit, ne te soucie pas avec eux. Donc, vous savez, quand c'est comme ça, on lui a donné ce qu'il faut. Après, il m'a appelé pour me dire, oh, monsieur Sangou, vous avez publié la plainte, il y a mon nom qui est là, voilà, ça cause de problème en ce moment, donc je peux que retirer la plainte. Je fais là un appel à tous ceux qui sont venus, parce qu'il y en a deux qui se sont retirés. Tous ceux qui se sont retirés pour dire, non, moi je ne veux pas, j'ai retiré la plainte. Pour Donc, moi, en sorte, on leur fait pression ils, et on ils a fait reviennent. pression parce que là-dedans, il a cité Madame Sassou qui avait écrit, j'ai tout le courrier avec moi, le courrier de Madame Sassou qui demandait à ce monsieur de se calmer, que papa va s'occuper de vous. Et voilà, voilà. Il a fait courrier, Madame Sassou, Vous êtes en train de signé, me dire que que je n'ai pas vous pu êtes en lire. train, pardon, vous êtes en train de me dire que Antoinette Sassou est également complice des crimes, elle aussi participe à tout ça. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci de suivre TLR TV R7. Je suis en compagnie de Michel Nsangou, président de l'association de solidarité aux victimes des guerres au Congo-Brazzaville. Bonjour Michel, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Bonjour, Monsieur Perrin, et je salue également les auditeurs qui vont suivre votre émission. Merci. Merci Michel. Nous allons évoquer votre lettre ouverte adressée à l'Élysée, à l'ONU, à la Cour pénale internationale, au gouvernement congolais, le Congo-Brazzaville, et au gouvernement de la République démocratique du Congo. Vous nous direz aussi tout à l'heure en quoi la RDC est concernée. Si le temps nous le permet, nous pourrions également évoquer votre courrier adressé au cardinal Louis Antonio au Vatican. Vous aviez d'ailleurs été reçu en audience sur l'affaire Poussine Sango contre l'abbé Alain Wimba. Voilà pour l'essentiel de ce qui sera au centre de notre échange aujourd'hui. Bonjour et bienvenue aussi à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la première fois sur TLR TV. Je suis Christian Perrin. Je vous invite à faire comme les autres. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo après avoir partagé massivement cette émission pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Vous pouvez également soutenir votre média TLR TV en participant
à la cagnotte Litchi Teler TV. Vous trouverez le lien juste en bas. On a besoin de votre participation pour continuer cette œuvre médiatique. Michel Sangou, vous avez adressé une lettre ouverte à l'Élysée, à l'ONU, à la Cour pénale internationale, au gouvernement de la République du Congo et au gouvernement de la République démocratique du Congo, donc le peuple frère de la RDC, à qui nous exprimons d'ailleurs notre soutien indéfectible dans leur lutte contre le mutisme et l'hypocrisie de la communauté internationale face au génocide en RDC. Ma première question pour commencer notre émission, c'est de nous rappeler l'objet de votre lettre. Merci, merci, Monsieur Perrin. Ça- Avant que je puisse répondre au rappel des titres que vous avez fait tout à l'heure, je voulais d'abord m'acquitter de ce devoir et en ma qualité du président de l'association de solidarité aux victimes de guerre du Congo-Brazzaville, pour soutenir nos compatriotes, nos voisins en RDC avec la guerre de l'Est qui sévit le pays. Je voulais faire ce devoir pour montrer que nous sommes ensemble avec eux malgré le silence. Merci. Et il faudra que les autres, que nos frères de Kinshasa, de RDC, euh, se mettent aussi dans la tête que pendant qu'on a connu le génocide au Congo-Brazzaville, avec tous les crimes de guerre qu'on a connus à Brazzaville, il y a eu toujours silence du comité international, de la communauté internationale, je l'ai dit, pour tous les massacres qu'on a subis au Congo. Il y a eu silence radio, alors bien que la France était à la manœuvre. J'allais dire aussi que si j'ai fait cette lettre directement pour envoyer au président Emmanuel Macron, au président Denis Sassou Nguesso et au président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo et aux Nations Unies également, avec ampliation au parquet de Paris et à la Cour pénale internationale, c'était pour leur rappeler que nous ne sommes pas dupes parce que les Congolais doivent le savoir, que tout ce qui qu'on a connu a été commandité par la France, par procuration, en passant par les Congolais, à qui on a Et donné le moyen d'armes. lorsque vous parlez, pardon, Michel, lorsque vous parlez des crimes que les Congolais ont commis, des crimes contre l'humanité, des crimes commis par Denis Sassou Nguesso, à quoi faites-vous allusion? Le génocide du Congo, non? Le génocide dans le pôle, le massacre au beach, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de massacres comme ça, beaucoup de crimes qui, jusqu'aujourd'hui, sont restés impunis, probablement par manque de dénonciation ou parce que ces crimes n'ont jamais été portés devant la justice. C'est de ces crimes que vous faites allusion. Les crimes dont je parle également du génocide du Congo. Là aussi, faut-il en parler? J'ai été aussi témoin de quelque chose, parce que je voulais dire qu'à Ikonongo, avant même qu'il y ait un génocide là-bas, moi, j'avais conduit une délégation dont le colonel Legault qui était envoyé à Rwanda pour aller rencontrer un gars. Et je vous avais dit la dernière fois, la première fois que j'ai été l'un des derniers qui avait parlé avec le capitaine Anga à Le l'époque, capitaine Pierre Anga. le capitaine Pierre Anga, qui avait échappé au piège qui lui était attendu. Et moi, j'étais sacrifié. Ça, si je descends là-bas, on n'aura peut-être pas le temps d'en Non, il parler. faut Et préciser qu'il avait échappé au premier piège parce qu'après, finalement, il a lui, été, voilà, le voilà, sort que tout le monde connaît, il a été éliminé, on a détruit tout le village. voilà. Voilà, on a pillé le village, c'était carrément un génocide et c'est connu des Congolais. Alors donc, moi, je posais la question sur l'objet de la lettre que vous avez adressée Alors, je au reviens sur la président. lettre de M. Perrin parce que je Oui, voulais anticiper, heureusement que je voulais laisser parler. Alors, je voulais dire que la lettre parle des révélations que j'ai faites et ce sont des éléments qui se trouvent dans la plainte. Cette plainte qui a été déposée directement à Paris, notamment auprès du procureur de la République, euh, qui donc attend que le tribunal puisse se prononcer là-dessus. Mais au-delà de ça, il y a une lettre de top secret qui existe dans ce courrier dans lequel j'ai fait des révélations qu'il fallait pour moi que les Congolais le sachent. Pourquoi, pourquoi Sassou ne veut pas répondre à ces crimes?
Parce que dans le courrier, j'avais dit qu'il est temps que Denis Sassou Nguesso et son régime puissent assumer leurs crimes qu'ils ont commis. Et j'ai dû rappeler à la France qu'il y a certaines autorités françaises qui sont impliquées dans les crimes qu'on a commis. Qu'on ne puisse pas cacher les yeux. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas cacher la face. Il faudrait qu'on le dise. Vous voyez? Je lui ai dit Et dans ce tantôt. courrier, vous étiez en train de dire, il y a quoi concrètement dans ce courrier? Il dit quoi en substance? Dans ce courrier, en gros, si je peux résumer, j'avais rappelé au président Macron que nous sommes une association qui se bat pour chercher qu'il y ait justice et qu'il y ait la lumière, la vérité là-dessus. Donc, au-delà des crimes qu'on a pu dénoncer, il y a des crimes, des crimes génocides, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre et des crimes économiques, même si les gens ne font pas trop allusion à ça parce que c'est dans le seul Vous pays parliez où même des assassinats politiques. pour les assassinats politiques, on en parle dedans. Et dans ce courrier, j'ai révélé, je disais qu'il y a une lettre top secret que le président Sassou Nguesso, personnellement, avait envoyée à l'ambassadeur de France qui se trouvait à cette époque à Brazzaville pour lui demander d'aller rencontrer M. Loïc Lefleur, qui était directeur de Elf Aquitaine. Dans ce courrier, le président Sassou Nguesso rappelait ceci, qu'au vu des résultats à sa position, qui s'est rendu que les partisans de Pascal Lissouba étaient en tête, c'était lors des élections anticipées législatives qu'on avait en 92. Et il a encore rappelé dans ce courrier que la voie des urnes n'est pas la bonne, il faut passer à la phase B. Parce que pour lui, le moyen que les Américains ont donné dans le gaz de pétrole met en danger vos intérêts de la France. Donc, c'est lui qui est le professeur. Il ne se soucie pas des Congolais, mais il se soucie de l'intérêt de la France, qu'ils ont donné suffisamment de moyens à Pascal Lissouba, et ça sera difficile pour vos intérêts sont menacés également. Pardon, Et Michel, vous êtes en train de dire que dans ce courrier, je répète un peu pour l'intérêt de nos téléspectateurs, Denis Sassou Nguesso s'adresse donc à Elf, pour dire, voilà, s'adresse à la société ou au groupe Elf. En ce temps-là, c'est Loïc que vous avez dit, hein, qui était le directeur général du groupe, à qui il dit, par rapport aux statistiques qu'il disposait, que finalement, la voie des urnes n'était pas appropriée pour lui pour continuer à maintenir, évidemment, pour continuer à garantir les intérêts de la France, entre guillemets, notamment l'accès aux ressources comme le pétrole, et qu'il fallait passer à la phase B. La phase B, c'est quoi concrètement? Le coup d'État militaire, c'est ça? le coup d'État La force? militaire, pour lui, il avait dit que Pascal Souba doit être sacrifié. Il s'est dit, vous devez nous apporter un soutien comme vous l'avez fait en 1977 et que cela doit rester un mur que personne ne que de sa part, il s'est arrangé de mettre des commandos à Brazzaville, à l'intérieur comme à l'extérieur à Brazzaville. Et en plus, il a demandé que ce que j'ai écrit comme lettre, c'est une gage que pour lui qu'il a dit, il a juré pour sa fidélité pour Dieu. Donc, il donnait, donc je l'ai dit qu'il donnait, c'est-à-dire que, cela dit, M. Perrin, vous savez, quand on dit que les criminels reviennent toujours à sa place des crimes, de toute façon, ne se rendait pas compte que, en leur rappelant que vous nous avez aidés en 77, mais qu'est-ce qu'on compte de 77? C'est l'assassinat de Marien Ngouabi, l'assassinat de Massamba Deba et celui du cardinal Émile Weiner. Donc, pour ceux qui ont de courte mémoire, comme les évêques qu'on a vus à Ouabouya, on en viendra un peu là-dessus. Pour qui se rappelle Oui, ça? évidemment, sur les évêques, on y reviendra. On Vous êtes en reviendra train dessus, je de nous dire, continue à mettre. pardon C'est Michel, vous êtes en c'est train de juste une dire, parenthèse que j'ai ouverte. je vous en prie, vous aurez tout le temps de répondre et de nous expliquer cette situation. Vous avez dit que Denis Sassou Nguesso donc a envoyé cette lettre-là à Elf Congo, c'est ça, et leur rappelant qu'il nous faut faire, disons, comme on Il l'avait faut, fait vous devez, en 1977 et du 77, tout le monde sait.
les Congolais savent, c'est le jour où on a assassiné le président de la République, Marien Oui, Ngouabi. En oui, plein jour, il avait été égorgé, tout le monde le sait. Et donc, Sassou Nguesso rappelle cet épisode pour dire à ses soutiens qui étaient à ce moment-là, donc Elf et les autres, oui, comme vous les qualifiez, certains politiques français, bien sûr, tout à fait. qu'il fallait procéder par la même méthode, c'est-à-dire sacrifier cette fois-ci, comme on avait sacrifié Ngouabi, et maintenant Voilà, qu'il faut sacrifier Pascal Le le Souba, professeur Pascal Issouba tout à fait. pour continuer à garantir les intérêts de la France. C'est ça. Et rappelez-vous qu'il y a eu une marche qui était, non, ouais, il y a une marche qui était interrompue au niveau de centre culturel français où il y a eu beaucoup de morts qui étaient promues. Jusqu'à présent, les enquêtes qui étaient engagées n'avaient pas donné de résultats. Alors que des hommes armés tiraient depuis les immeubles jusqu'au ministère de l'Intérieur. Donc, c'est pour ça que je dis que M. Mbéré, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, était complice également avec ça. Il nous faut être précis pour que nos téléspectateurs comprennent très bien. Quand vous parlez de cette lettre, elle a été authentifiée, c'est une lettre authentifiée, elle est vraiment écrite ou elle avait été envoyée par Denis Sassou Nguesso. Monsieur Perrin, j'ai gardé beaucoup de éléments de preuves que je n'ai jamais donnés aux avocats. J'ai eu la chance de travailler, non pas à la résidence, mais au parc présidentiel. Et je fus un chauffeur que des gens prenaient comme modèle, qu'on avait beaucoup utilisé parce que j'étais distrait et non plus, j'étais aussi un artiste. Donc, j'étais à la fois président de l'orchestre véritable mandolina. Je faisais beaucoup d'émissions sur la télé. Mais je sais que c'est la volonté de Dieu qui a fait que je sois témoin pour être dans de mauvais endroits au bon moment peut-être. Voilà. Alors, je voulais continuer sur cette lettre que dans le Mhm. courrier, ceux qui l'avaient lu, avait dit que le président Sassou avait dit que le général Mokoké à l'époque était colonel, que le colonel Mokoké était en train de superviser tout ça, et moi supposé également. Vous voyez? Au niveau politique, c'était le camarade Descamons Mamadou, Descamons, je crois. Bon, voilà. C'est comme ça dans la lettre. Et il n'est secret pour personne que les Congolais le disent très haut qu'il savent que Sassou Nguesso, c'est l'homme qui est dans tous les crimes qu'on a commis et c'est lui qui donne l'ordre. Même s'il n'a jamais pris d'arme pour tirer, ça je ne peux pas témoigner, mais c'est lui qui est à l'origine de tout ça. Le pillage, Alors c'est donc, lui. Le vol, c'est lui. Les crimes, c'est lui. Donc, qu'est-ce que vous et voulez en donc, apprendre? je vais juste compléter. Michel, vous êtes en train de dire, puisqu'on était sur l'objet de la lettre hein, que vous avez adressée donc, à Paris, à Brazzaville, Kinshasa, à la Cour pénale internationale, à l'ONU. L'objet, donc, vous avez dit de la lettre, c'est d'informer ces gouvernements et ces institutions des crimes contre l'humanité commis au Congo-Brazzaville par Denis Sassou Nguesso. C'est cela. Il y a là, parce que c'est ce que j'ai lu, hein, j'ai cru comprendre, vous avez aussi parlé des viols, vous avez parlé des crimes, disons des assassinats politiques, des crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Tout ça, ça se passe en une seule période ou bien vous avez finalement répertorié ces crimes en fonction d'une certaine, c'est-à-dire pendant plusieurs années. Il y en a plusieurs années. En 98, c'était Ikonongo, mais Ikonongo a été retenu officiellement pendant la conférence nationale que c'est lui les actes qui existent. Moi, j'ai eu des copies des actes qui désignent Sassou Nguesso responsable du crime du génocide qui a été fait. Mais dans le sud, c'est en 98, après le coup d'État de 97. Sassou Nguesso avait continué en 98-99. C'est là où il y a eu du génocide. Vous voyez? En faisant ce qu'on appelle le ratissage qu'ils avaient fait du quartier Bakongo ou les zones sud, ça s'est poursuivi jusqu'à le département de Poule. Lorsque Tout vous nous parlez du devons. ratissage de Bakongo, du quartier Bakongo, c'était en quelle période? C'était en pleine guerre, entre guillemets, comme on le dit, parce que généralement, on présente le coup d'État
de 1997, que vous appelez d'ailleurs le coup d'État du 4 mai, souvent comme une guerre civile alors que c'était un coup d'État militaire. Le ratissage de Bakongo, c'était en quelle période? Pendant le coup d'État militaire ou bien après, c'est-à-dire l'expédition punitive Moi, qu'il y a M. eu dans le Pernin, pôle? après le coup d'État, Sassou a prêté serment pour dire qu'il essaie de déclarer le vainqueur de la guerre. Et après, Mamie Lembolo le dit, qu'il avait réuni ses parents pour dire nous avons gagné la guerre, mais ce n'est pas suffisant. Il faudra qu'on puisse balayer parce que la ville est encore sale, le pays est encore sale. Donc, il parlait des armes qu'on devait aller ramasser à Congo, à tout ce monde-là jusqu'au bout. Mais pour lui, il n'allait pas dire à ses parents, allez massacrer ces gens. Il dit, il faut aller nettoyer. Parce qu'il profitait qu'il avait l'aval du président Chirac, donc la France. Il s'est dit, il est temps que je puisse réduire les doctorats de poule. La guerre qu'on a connue en 97, il n'y avait pas de motif. Motif, c'est quoi? Nsuru le dit ici, dans ses déclarations, que nous avons déclenché la guerre dans le pool sur des éléments faux, sur des faux éléments qui n'ont jamais existé. Et donc, pardon, Michel, évidemment, puisque vous parlez de cette décision, l'intention même de Denis Sassou Nguesso d'aller nettoyer, comme il l'avait dit lui-même, le pôle, et c'est là qu'il va lancer une expédition militaire punitive dans le pôle sous des faux prétextes. C'est des faux prétextes. Évidemment, pour mieux comprendre cela, nous avons des images sur ce ratissage, comme vous l'appelez, le Oui, nettoyage d'ailleurs, et on entend même dire par un officier qui oui. était, évidemment, qui conduisait les troupes dans le pôle. Suivez. Bon, ben, les gars, j'ai reçu ici le DA, c'est formidable, c'est très bien. Je vais pouvoir manœuvrer avec eux. Nous sommes en train de foncer là incessamment. On est dans le grand coude là, on va voir qu'est-ce que ça va donner tout à l'heure. Puis après le Boyevaï, hein. Il vient avec suffisamment de carga pour la suite là. Nous serons obligés de le faire, mon général. Oui, Parce oui, que il faut le les faire. derniers, ouais, ils nous ont fait la même chose dans Madibou. Il faut le faire, il faut le faire. À Madibou, dès qu'on atteint Madibou, on fait venir le même canard sur Ngalingolo, et tout ça là, et puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et toujours en progressant avec Ngalingolo, il faut toujours qu'on fasse Toujours, mais c'est ça. voilà, l'engin sur la route, en train de fouetter. Exactement. Maman, papa, à plat. Ce jour-là, Si là, 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 tout. Ah, là, Nous haut, allons moi, les là, exterminer mon père, tous. maman, Hommes, femmes, vieux, jeunes, enfants, bébés, tous. On doit les exterminer. parle. Nous sommes en route pour Ngangalingolo. Là, c'est le colonel Oyiba. C'est le colonel Oyiba qui va rentrer à Ngangalingolo. À peine là. On est déjà dans Ngangalingolo. Voici comment nous allons faire. Nous allons entrer par là. On va nettoyer comme ça. Vous avez compris? Nous allons nous déployer comme ça. Nous allons faire le ratissage dans toutes les maisons. On se met en colonne par là. Exécution, c'est parti.
Défoncez, voilà. Attention, attention. Alors, Michel Sangou, c'est vrai que nous allons encore rester un peu sur ces crimes contre l'humanité. Là, on vient de voir, euh, voilà, les troupes qui ont été envoyées, j'allais dire des miliciens qui ont été envoyés, et on les entend dire qu'il faut tout raser. Oui, Ils donnent même des instructions, on commence par ci, tout à fait. par là, ensuite, on va aller raser, enfin, on va raser toute la zone. Donc, ça veut dire que le génocide avait été commandité par Denis Sassou Nguesso lui-même. Entre décembre 98 et décembre 99, il y a eu au Congo-Brazzaville plus de massacres, plus de morts, plus de viols systématiques, plusieurs dizaines de milliers, qu'il n'y en a eu au Kosovo, en Tchétchénie et à Timor-Est réunis dans la même période. Regardez la manière dont on a couvert ces trois événements et la manière dont on a couvert le Congo-Brazzaville, rien du tout. Kofi Annan, sur l'absence totale de l'intervention des États-Unis dans ce terrible conflit au Congo-Brazzaville, il a répondu à un ami, les Nations Unies ne peuvent rien faire, le Congo-Brazzaville est la chasse gardée de la France, avec l'accord des États-Unis. On va revenir, Michel, sur l'esprit de la lettre, mais parce que là, nous sommes en train de parler des choses sérieuses, parce que je sais que la justice travaille sur les preuves, hein, ce ne sont pas des déclarations, voilà. Alors là, vous êtes en train de nous dire qu'il existe des charniers à Brazzaville, dont le Pool. Le courrier dans lequel j'ai fait allusion, ce n'est pas du tout que j'ai pris sur Internet. J'ai été chauffeur, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais proche là-bas. Et je ne revenais pas. Vous savez, parmi les chauffeurs, il y a moi qui ai été choisi. J'ai convoyé les fonds. Le fonds de Denis Sassou Nguesso. Restons un peu sur cet épisode. Vous avez aussi eu les missions de convoyer les fonds. Quels fonds concrètement? Mais l'argent qui revenait de Libreville que l'ambassadeur avait mission de ramener à Brazzaville pour compléter le salaire. Hein? C'est comme si notre trésor public était à Libreville. Mais au fond, ils avaient une banque familiale avec le président Bongo. Donc, pour qu'on paye le salaire, donc il demandait qu'au niveau de la trésorerie congolaise, que l'argent n'était pas suffisant. Lui, il faisait venir l'argent depuis le Libreville. Et quand l'avion est arrivé dans le tarmac, on éteignait la lumière. Et c'est vous qui étiez le chauffeur qui partait. Le pauvre moi. On était souvent qu'à trois. Il n'y avait pas de garde corps. Donc, il y a le colonel Onyangue qui est le garde corps, l'officier d'ordonnance du président de la République. Et il y a l'ambassadeur lui-même qui revenait. Et quelques pilotes, parce que les pilotes, ils avaient seulement le devoir de vous ouvrir le soute de l'avion. Vous prenez vos guiris, vous chargez dans la voiture. Même les gardes qui étaient là, les gardes de corps du président, qui s'occupaient des résidents, ne le savaient pas que d'argent rentrait dans les guiris que je menais. Et puis, je ne rentrais pas à la porte principale. J'ai tourné en bas, il y a une parking en bas personnel du président. C'est là où il y a sa porte de secours qu'on ouvrait. Et en ressortant, je le fais même parce qu'une fois, il m'a croisé lui-même. Il était un peu noir, le président de la République. Il t'a dit quoi ce jour-là et c'était à quelle occasion? Il ne m'a même pas demandé mon nom, il m'a dit tu es avec qui? J'ai dit mais je suis avec le colonel Lebeau. Ah d'accord. Vous avez ramené combien de sacs? Je lui ai donné le nombre de sacs que j'ai dit. Et j'ai dit, Excellence, il y a un sac qui est déchiré où je vous dis que là, j'ai vu l'argent, donc j'ai justement dit, il y a un sac qui s'est déchiré là. Et il m'a dit, mets ça à côté. Après, il me dit, en sortant, il faudra que tu pousses fort à la porte. Hein. J'ai dit, oui, Excellence. Oui. Pardon, excusez-moi de m'arrêter à l'instant. Parce que je comprends très bien que parce que ces pratiques continuent Ça ne jusqu'à s'est pas aujourd'hui. arrêté. Où nous parlons, nous sommes en 2024, nous sommes bien sûr le 13 février 2024. Ces pratiques continuent au Congo-Brazzaville. L'argent vient dans les sacs et personne n'a jamais su d'où ça Non. vient lorsqu'il s'agit de payer les travailleurs, puisqu'au trésor, c'est vide. Le trésor, il est vide depuis longtemps et c'est lui qui détient tout l'argent. Et là, vous êtes en train de nous dire, déjà à cette époque-là,
Il faisait venir de l'argent de Libreville et vous, vous étiez le coursier. Ça, quand on vous choisit, vous ne pouvez pas refuser. On vous demande d'exécuter l'émission. Vous pouvez que faire comme les militaires, tu te mets au garde-boue. Je dis oui, chef. Et ce n'est pas Sassou Nguesso qui m'avait choisi, non. C'est le colonel Lebou qui avait pensé que, même pas colonel Lebou, c'est le général Bitindou, quand ça avait dit cherchez-moi un chauffeur qui est correct, qui est calme, qui est bien bon. Et j'ai été désigné, moi. Bon, mais de toute façon, vous n'étiez que fonctionnaire, hein, c'est tout normal. Voilà. Donc, Et vous ça, travaillez pour l'État c'est tout congolais. fait, hein, parce que Mais cela ne m'empêche pas, Michel, de vous poser une petite question d'indiscrétion. Vous avez eu combien de milliards pendant toutes ces transactions-là? je vous avais bien compris, s'il vous plaît. Vous avez eu combien de milliards pour vous? Vous transportez quand même des sacs d'argent. Non, il faisait semblant que je ne puisse pas connaître que c'était de l'argent que j'étais venu. On ne me disait pas que Mais toi, tu savais que c'était l'argent. Surtout Ben le oui, sac qui était déjà troué là. mais le sac était déchiré. Et puis, vous savez que ça pèse beaucoup. Ah bon? Ah, l'argent pèse. Hein. Alors, Michel, là où je mettais de l'argent, c'est là où j'avais su que, c'est de l'argent. Avec le sac Jérôme. En 92, d'abord, après, je suis allé travailler chez Milongo. Là, on en parlera puisque j'ai aussi révélé le oui, scandale. d'accord, mais on reste d'abord sur On en parle. Sassou Nguesso, puisque nous parlons des crimes aujourd'hui. On va aborder l'autre aspect de votre lettre, notamment qui concerne les détournements d'argent, le vol, et voilà, des deniers publics. Mais restons d'abord sur les crimes contre l'humanité, parce que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Et d'ailleurs, pour rappel, question de rappeler un peu un fait historique à nos téléspectateurs. Le 8 janvier dernier, bien entendu, s'ouvrait en Suisse un procès contre Ousmane Sonko. Je parle d'Ousmane Sonko, l'ancien ministre de l'Intérieur gambien, bien sûr, qui donc était devant la justice suisse le 8 janvier dernier pour crime contre l'humanité. Parce que généralement, les gens se disent, bah, écoutez, on fait ce qu'on peut, et puis on s'en ira. Mais non, l'histoire vous rattrapera. Je vous propose un reportage pour comprendre que tout ce que l'on fait, tant qu'on reste en vie, quel que soit le temps, les crimes contre l'humanité vous rattraperont. Suivez. C'est un procès hors norme qui a commencé cette semaine en Suisse. Ousmane Sonko, ex-ministre de l'Intérieur de la dictature gambienne, comparé à Bellinzone pour des faits d'assassinat, de viol ou encore de séquestration. Jamais en Europe, un aussi haut responsable politique n'avait été jugé sur la base de la compétence universelle. Ousmane Sonko a été arrêté en Suisse après que nos confrères de l'émission Alemani Cruncha ont révélé sa présence dans un centre de requérants d'asile. C'est le reportage de Pierre Bavot avec Nicole Delapietra. Elles sont une dizaine de victimes, des femmes pour la plupart, à avoir fait des milliers de kilomètres pour assister au procès de celui qu'elles accusent d'être leur bourreau. Et pour réclamer justice devant le tribunal pénal fédéral à Bellinzone. Aujourd'hui, c'est un très grand jour pour nous. Enfin, nous sommes venus chercher justice. Nous sommes tous impatients de voir ce qui se passera après. Avez-vous peur de le voir? Au début, oui, parce que c'est quelqu'un de très dangereux, à mon avis. Mais maintenant, je pense que j'ai l'énergie de le voir en face. Un face-à-face en Suisse, grâce à beaucoup de ténacité et un incroyable concours de circonstances. L'homme qui se trouve dans ce fourgon cellulaire qui l'amène au tribunal, c'est donc lui, Ousmane Sonko. Il était chef de la police, puis ministre de l'Intérieur de la Gambie durant 10 ans. Il était considéré comme le bras droit de Yahya Jammeh, l'ancien dictateur de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. Yahya Jammeh a dirigé la Gambie d'une main de fer pendant plus de 20 ans, persécutant les opposants, les homosexuels, les journalistes, réprimant toute manifestation avec brutalité. Ousmane Sonko est accusé de crimes contre l'humanité, meurtre, torture et viol, via la police, le personnel pénitentiaire
les services de renseignement et une unité paramilitaire dépendant directement du président, les Junglers. Mahdi Cissé était reporter durant le règne du dictateur. J'étais alors journaliste dans l'un des journaux les plus critiques, l'Independent. Trop critique pour Jammeh. Durant la dictature, de nombreux journalistes ont disparu. D'autres ont pris la fuite. Lui a été arrêté et remis au service secret. Ils m'ont amené ici, au siège des services secrets. Ils nous ont attrapés et nous ont dit « Bande d'idiots de journalistes, nous allons vous donner une leçon que vous n'oublierez jamais ». Ils nous ont jetés par terre et ont commencé à nous frapper. Ils ont utilisé des sangles, des câbles, tout ce qu'ils pouvaient. J'ai beaucoup souffert et aujourd'hui encore, j'ai parfois du mal à me relever. J'ai des cicatrices et mon collègue a eu le bras et les mains brisées à plusieurs endroits. En 2016, la dictature finit par tomber après la tenue d'une élection. Yahya Jammeh part en exil en Guinée équatoriale où il se trouve toujours. Peu avant la chute du régime, Ousmane Sonko s'enfuit lui en Suède. Il y est refoulé. Il se rend alors en Suisse grâce à un visa obtenu lorsqu'il occupait des fonctions officielles. Via Kreuzlingen, il se retrouve dans un centre de requérants d'asile à Lys, dans le canton de Berne. Ousmane Sonko y passe plusieurs mois sans être inquiété. Mais le filet se resserre autour de lui. Dans le centre, il est reconnu par d'autres demandeurs d'asile. Et nos collègues alémaniques du magazine Rundschau révèlent finalement sa présence en janvier 2017. Et ça prend combien de temps, cette dénonciation? Alors c'est une question de quelques heures. Il faut réagir très très vite parce que c'est la présence de la personne en Suisse qui fonde la compétence. Donc on veut éviter que la personne quitte le pays avant que dénonciation soit déposée. En ce qui concerne la Suisse n'est pas un refuge pour des personnes suspectées d'avoir commis des crimes internationaux. Qu'elles viennent en Suisse, qu'elles prennent le risque de se trouver sur notre territoire, fondent la compétence de la Suisse pour les poursuivre et notre organisation est évidemment très attentive à certaines allées et venues. En Suisse ou ailleurs en Europe d'ailleurs, la compétence universelle est applicable à toutes et à tous les suspects de crimes internationaux. Voilà, Michel Sangou, c'était juste pour rappeler aussi à nos compatriotes, surtout les Congolais, qui vivent évidemment ces crimes qui sont, parce que quelqu'un me disait, au Congo-Brazzaville, par exemple, chaque famille congolaise a dû être victime d'un crime. Soit un parent est mort ou a été tué par le régime Sassou Nguesso. Mais ce qu'ils font, les gens qu'on envoie, les policiers, les gendarmes, les militaires qui vont commettre ces crimes, un jour à l'autre, ils seront rattrapés. Et d'ailleurs, j'ai suivi dernièrement, c'est le CAD de Trésor Nzila qui lançait une campagne, bien sûr, pour demander aux policiers, aux gendarmes, aux militaires de ne plus obéir aux ordres illégaux. Allusion faite évidemment aux crimes contre l'humanité, aussi, disons, à la violation des droits de l'homme. Donc, une façon de mettre la puce à l'oreille à ces agents de l'État qui, dans le zèle, font ce qu'ils font aujourd'hui, mais que demain, ils seront rattrapés et qu'ils ne disent pas qu'ils n'étaient pas au courant. Nous leur mettons la puce à l'oreille. Revenons sur notre lettre, Michel Sangou. Vous avez donc informé ces institutions, ces gouvernements des crimes contre l'humanité commis par Denis Sassou Nguesso, le régime de Denis Sassou Nguesso et ces hommes qui l'entourent, bien entendu. Ils sont nombreux, il y a des généraux, etc. Et une fois que vous avez adressé cette lettre-là, le retour, c'est quoi concrètement? Je voulais m'intéresser beaucoup plus à la CPI, la Cour pénale internationale, puisque vous avez écrit aussi à la Cour. Monsieur Perrin, d'habitude, quand j'écris, et ça fait plus de 3 fois que j'ai déjà informé l'Élysée, quand il y avait Sarkozy, il m'avait répondu. Sur Hollande également, je l'avais critiqué sur le discours de Dakar qu'il avait fait, il m'avait répondu. Le ministre des Affaires étrangères également. Mais Emmanuel Macron n'a pas répondu. Et je me suis dit, est-ce que parce que la lettre est passée directement par le tribunal, parce qu'il porte le cachet du tribunal, le paquet, pour dire, si je ne gère pas cet individu, je crois qu'il essaie de balancer ça sur le jour,
il s'est resté tranquille. Mais qu'on ne veut pas. La lettre, c'était une lettre d'information qu'on avait dit pour dire que j'ai pu avoir la chance de croiser des avocats, des autres quelques Européens qui ont accepté de descendre à Brazzaville pour mener ce qu'on appelle une enquête internationale et indépendante pour qu'on puisse identifier les lieux où il y a des charniers. Ça, on n'a pas besoin de demander au gouvernement. On va toujours les informer. C'est pareil, voilà pourquoi on a écrit au président Félix Antoine Tshisekedi pour lui dire que nous avons des compatriotes qui avaient trouvé refuge en RDC, dans la province du Congo central, et beaucoup sont morts là-bas. Il y a des tombes des gens. C'est pourquoi j'ai écrit à l'ONU, et à l'ONU par le HCR, pour les informer qu'ils sont aussi cités dans la plainte comme témoins forcés. Oui? C'est l'occasion aussi que je puisse dire à tous mes compatriotes, pour dire, il nous revient, nous, Congolais, le devoir de briser le silence et de s'engager pour tout ce qu'on a fait dans notre pays. Je me rappelle qu'il y a certains Congolais, certains avocats congolais disent, M. Sangou, tu ne peux pas dire ça. Il faut attendre que ce petit type-là parte d'abord pour qu'on puisse descendre au pays. Je dis, mais qu'est-ce que vous racontez? Pour les simples raisons qu'ils ont peur. Oui, mais mais puisqu'ils disent qu'avant, il faut qu'ils partent d'abord. Mais avant qu'ils ne partent, il faut d'abord les traduire en justice pour faire date, bien entendu. Et aujourd'hui, en vertu, bien sûr, du principe de compétence universelle, et c'est ce qu'on vient de voir d'ailleurs dans le reportage que j'ai proposé tout à l'heure, si la Suisse a jugé ou est en train de juger l'ancien ministre de l'Intérieur gambien, c'est en vertu, bien sûr, de ce principe de compétence universelle dont jouit aujourd'hui la justice française aussi. Ça veut dire que maintenant, tous les Congolais qui savent ou qui ont vécu, qui ont vu, qui peuvent témoigner sur les crimes commis par ce régime au Congo-Brazzaville, les parents qui ont été tués et tout ce qui s'est fait, c'est maintenant qu'il faut informer la justice, constituer les dossiers, apporter les éléments, les informations nécessaires pour constituer des dossiers et porter plainte. Monsieur Perrin, je ne voulais pas vous couper la parole. Si vous pouvez me permettre, je vais donner une autre révélation ici. Vous savez que j'en ai reçu quelques amis qui sont venus, des victimes. Et parmi eux, il y a un Mboshi d'Olombo, dont le père était le premier qui avait formé des Cobras, qui s'appelait Eyoma. Donc, Eyoma avait le même titre comme Ntumi. Et lui, il n'avait rien. Donc, cet entité, il s'énervait pour dire, pourquoi lui, pourquoi pas moi? Et à la fois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une rébellion pour faire des embuscades à ceux qui revenaient du nord, même par les bateaux qui venaient par le fleuve, pour raconter les gens. Et ça soit avait donné des ordres pour dire, comme il en fait trop, je ne voulais plus le voir. Donc, il partait, monsieur, il a donné des ordres à Ombéli. Je n'ai pas de non. Il a donné des ordres à Ombéli pour s'occuper de lui. Mais comme il paraît qu'il avait beaucoup de fétiches dessus, ils avaient localisé à l'endroit où il était, ils ont tiré sur lui, il n'était que blessé. Les autres autour, ça s'est passé à l'immeuble d'Italie, au boulevard. Il n'a pas succombé. Au retour, ça se a dit, comment ça s'est passé? Il dit, non, il n'est pas mort, mais il est à l'hôpital. Il dit, même pour ça, il a donné l'ordre qu'on puisse aller chercher. Donc, ils sont allés récupérer le malade à l'hôpital. Le médecin dit, mais c'est malade, il dit, débranchez-lui un ordre. On l'a mené à Itatolo, on l'a battu. Ils sont allés chez lui, ils ont abattu la femme et l'enfant qui se trouvait. Le deuxième enfant qui était quelque part, qui n'était pas à la maison, c'est William Mansanga qui l'a fait fouiller par le Zaïre. Et ce garçon-là est venu, a fait une plainte qu'il a déposée à l'association. Et un jour, Maître Senda avait appelé les noms des gens qui étaient comme victimes. Et le nom de cet enfant a été sorti de ce monsieur. Le général Oba, qui est là, qui le connaissait. L'actuel ministre. L'actuel ministre a demandé de retirer la plainte. Il dit, ne te soucie pas avec eux. Donc, vous savez, quand c'est comme ça, on lui a donné ce qu'il faut. Après, il m'a appelé pour me dire, oh, M. Sangou,
vous avez publié la plainte, il y a mon nom qui est là, voilà, ça cause de problème en ce moment, donc je peux que retirer la plainte. Je fais là un appel à tous ceux qui sont venus, parce qu'il y en a 2 qui se sont retirés. Tous ceux qui se sont retirés pour dire non, moi je ne veux pas, j'ai retiré la plainte. Pour Donc, moi, en sorte, on leur fait pression et on ils leur a fait reviennent. pression parce que là-dedans, il a cité Madame Sassou qui avait écrit, j'ai tout le courrier avec moi, le courrier de Madame Sassou qui demandait à ce monsieur de se calmer, que papa va s'occuper de vous. Et voilà, voilà. Il a fait courrier, Madame Sassou. Vous êtes en train de me dire que j'ai pas pu lire. Pardon, vous êtes en train de me dire que Antoinette Sassou est également complice des crimes, elle aussi participe à tout ça? Mais si je parle de son nom, c'est parce que je ne veux pas tellement ouvrir beaucoup de fonds. Ils vont me dire, ce sont des éléments de la plainte. Et je veux dire à ce monsieur que la plainte, ce n'est pas à mon niveau qui va retirer, parce que même si la plainte, le tribunal accepte de le retirer, mais moi, je vais le considérer comme témoin forcé. Ce sont les éléments qui sont plus importants. Voilà. Alors, donc, vous parliez de la Cour pénale internationale, de l'Élysée, de la République du Congo. Donc, Sassou Nguesso lui-même a dû recevoir votre courrier, votre lettre ouverte. Le courrier, oui. Et parmi eux, il y a le tribunal au parquet de Paris, puisque le cachet du tribunal de Fefoi. Là, j'avais déposé moi-même main propre. Et c'est au niveau de la Cour pénale internationale, dont le cabinet du procureur m'avait écrit pour dire, Monsieur Sangou, le courrier que vous venez d'envoyer a beaucoup de révélations là-dessus. Est-ce que vous pensez que le procureur ouvre une enquête là-dessus? Et si vous le souhaitez, voici ce que vous devez faire. Voilà. Donc, c'est ce qui a été fait. On attend. Nous avons aussi saisi le cabinet d'avocats dont je ne dirai pas le nom ici. Et on a eu la chance de tomber sur une dame qui était juge aussi également à la Cour pénale internationale. Elle est devenue avocate qui a accepté de nous aider là-dessus. Non pas tout seul, mais c'est une association qui est des avocats qui ont accepté d'apporter nous apporter assistance. Donc, voilà pourquoi je dirais que la lettre en question, les médias n'ont pas pu parler, M. Perrin, ce qui est regrettable. Je ne sais pas comme d'habitude, évidemment, lorsque vous parlez des médias, surtout les mainstream, il ne faut même pas compter sur ça. La preuve, c'est que d'entrée de jeu, nous avons rappelé ici la lutte qu'est en train de mener nos frères de la RDC contre le mutisme et l'hypocrisie de la communauté internationale. Le geste qu'on venait de faire au début, c'est pour montrer que finalement, c'est comme si les dictateurs qui sont imposés en Afrique ont le blanc-seing de tuer, c'est-à-dire ils ont voilà, cette autorisation de faire, de commettre des crimes parce qu'ils sont conscients qu'il y aura finalement l'omerta et puis le blackout médiatique, ce qui est curieux d'ailleurs parce que ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville, que ce soit l'expédition punitive dans le Pool, comme on venait d'en parler, les images existent, vous avez dit qu'il y a même des charniers et on a fait même, il y a des témoignages qui ont expliqué ce qui s'est passé. Là, c'est dans le Pool, vous avez parlé du maquis, sinon du génocide du Congo, avec le capitaine Anga. Et là également, il y a même le général Joachim Yombio Pango, ancien président de la République, qui on avait parlé en pleine conférence nationale. On va l'écouter et on revient sur le plateau. Sur ce qui s'est passé à Ouando, je dis simplement qu'on a tiré sur la population de Ouando. Même quand Anga a quitté Ouando, on a continué, les gens sont morts jusqu'au matin, Anga était déjà parti. On a continué à tirer le 5. Anga n'était déjà plus là. Donc on ne peut pas me dire ici que c'était pour rechercher Anga. Donc je dis, encore une fois, qu'on a tiré sur la population et le lendemain, quand il a s'agi de rechercher les armes, on a cassé les maisons, on a tout cassé à l'intérieur, on a pillé. Ça aussi, ça s'est passé. Il s'agit de dire franchement ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est que sous prétexte d'arrêter quelqu'un, on a tiré sur une population.
Voilà, Michel Sambou, ça c'est le témoignage ou la déclaration du général Joachim Yombi Opago qui dit qu'on a tué dans Ikongono, on a pillé, ben voilà, on a brûlé. Ça c'est lui qui le dit. Et l'auteur de ces crimes contre l'humanité, c'est bien Denis Sassou Nguesso. Et il y a eu même le témoignage, je crois, post-mortem, s'il faut le dire comme ça, du capitaine Pierre Onga lui-même, mais on ne va pas revenir là-dessus. En fait, moi, je souhaiterais qu'on revienne sur un fait. Vous avez aussi suivi, je crois, le début, si ce n'est la préparation du coup d'État militaire de 1997. Et vous appelez ça le coup d'État du 4 mai. Pourquoi? C'est parce que je parle de ça, M. Perrin, que le Congolais sache que c'était un coup d'État parce que j'ai été mis au parfum. J'avais reçu chez moi, à Bakongo, où je jouais, pendant ma convalescence, le général Ndengue, à l'époque, était colonel, accompagné de Tassoua François. Je peux oui, Tassoua. Général ça. Le général Ndengue, celui dont la fille est en train de faire du boucan, tout là, sur les réseaux sociaux, qui va menacer les greffiers à la justice. C'est celui-là? Vous savez, on dit tel père, tel fils, et donc tel fils, tel père. Hein? Donc, il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a que des évêques qui n'ont pas compris qu'on ne joue pas avec Satan. Hein? Même s'il faut-il manger avec lui avec des fourchettes et plus longues, ça, on en parlera, puisqu'il ne faudra pas qu'on oublie là-dessus. Hein. On a quelque chose à dire là-dessus. Non, on va revenir là-dessus. Les évêques, vous m'avez rappelé quelque chose, oui, les évêques du Congo, chez le général criminel François Ndengue. On va y revenir tout à l'heure avant la fin de cette émission. Oui, donc vous nous disiez le 4 mai 1997. Alors que le commun des Congolais, et c'est le message qu'on a fait passer, c'est l'idée qu'on a inculquée chez les Congolais, c'est un coup d'État du 5 juin 1997. Vous dites, c'est le coup d'État militaire du 4 mai. Avant qu'on parle de coup d'État du 4 mai, M. Président, juste une anecdote. Vous savez que le général Bokaka, qui était directeur de l'école militaire de Gamboma, avait volé des armes en complicité avec des cobras qu'on avait envoyés à Oyo, qu'on avait cachés à Oyo pendant le règne de Pascal de Souba. Cette Mabiala était ministre de la Défense. Qu'est-ce que vous avez fait comme enquête? Toutes ces armes qu'on avait volées à Gamboma s'est retrouvées à Oyo. Et quand Issassoua arrive à Brazzaville, au Congo, il rentre, il va se précipiter de mener la campagne alors que la campagne n'était pas encore ouverte. Donc, la première mission qu'il avait fait à Rwanda, il avait exigé que les gens le transportent en Kipoy. C'est ce que le Kouy n'avait pas voulu. Donc, il y a eu un mouvement de panique et les gens qui protestaient pour dire tout sauf ça. Et c'est comme ça que les mamans, par présenté avec les gardes de corps du président Yombi, c'est le président Yombi, qu'il y a eu des tirs. Donc, c'est comme ça que ça s'est déclenché à Rwanda. Il y a eu panique dans la ville, il y a eu chasse d'hommes. Donc, ceux de Rwanda et de Bakongo étaient pourchassés parce que les Bakongo qui se trouvaient à Rwanda faisaient partie de la mouvance présidentielle. Plutôt, oui. Il y a eu un mouvement comme ça. Beaucoup de gens sont allés à Oyo pour se cacher. Et en rentrant à Brazzaville, il n'y a qu'une seule route de passage, c'est le pont d'Alima. Donc, le pont, il y a des militaires qui étaient installés le barrage. Ils avaient installé le barrage pour éviter tout ce qui passait. C'est comme ça qu'on avait attrapé les gardes-corps du président Yombo qu'on a battus sur place. Moi, je dirais, pour le peu que je connais, que le président de Souba, je crois, était mal entouré. Il n'allait même pas envoyer des militaires des blindés pour aller déloger ou arrêter ceux qui avaient pris refuge en Pila. Il suffisait de dire au procureur de la République, voici les convocations, présentez votre lien. Et la nuit, ils ont fait une déclaration, c'était une déclaration de guerre, alors que ce soit était déjà prêt pour ça. Donc, tout était manisé, il cherchait seulement l'occasion, comment déclencher la guerre. Parce que dans la nuit, tous les quartiers du monde, on avait distribué des armes, 9. Donc, vous êtes en train de nous dire ce qui s'est passé à Gamboma, c'est ça, vous avez rappelé là.
les crimes, en fait, les assassinats des fonctionnaires de la République, parce qu'il y a des policiers qui sont morts, qui étaient en fonction ce jour-là. Et ensuite, d'ailleurs, un certain Ngobo, je crois, un truc, des noms bizarres comme ça, qui assurait la garde de Denis Sassou Nguesso, qui ont tiré sur les policiers qui étaient de faction ce jour-là. Bien sûr, oui. Et donc, vous êtes en train de dire que tout ça, c'était en fait des provocations parce qu'ils avaient déjà le plan du coup d'État militaire, parce qu'il fallait provoquer. Et si jamais l'armée ou la police ou l'État, le gouvernement, tentait de mettre la main sur eux, et ils pouvaient déclencher. D'ailleurs, c'est comme ça que ça s'est passé, puisqu'après le 5 juin, on sait ce qui s'est passé concrètement. On a envoyé, je crois, des fonctionnaires de police ou de l'armée pour aller arrêter des criminels qui se cachaient chez Denis Sassou Nguesso. Et c'est même les Kunzu qui dira que finalement, ce sont les hommes des Sassou qui ont commencé à tirer sur des policiers ou les militaires qui étaient allés chercher ces criminels. Ils avaient donné l'occasion à Sassou Nguesso de faire son coup d'État. Et il dira qu'on est allé le réveiller très tôt le matin. Alors que M. Perrin, il le savait bien qu'ils avaient des informations que les armes descendaient de Libreville, ça marquait de Libreville pour Oyo. Le canard enchaîné l'avait bien identifié. Moi, j'ai encore des témoins pour ça qui ont fait ce trafic-là. J'ai entendu l'appel de l'opposition qui demande l'audience et plutôt le dialogue. Attends, dites-moi. On vous dit que cet homme-là, c'est un criminel, qu'il a tué notre président, qu'il a tué 2 présidents et un cardinal, et qu'il a massacré, il a commis des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Et vous voulez aller partager le pouvoir avec nous. Pourquoi il ne s'associerait pas aux associations de société civile qui mènent ce combat pour réclamer justice, pour qu'ils disent, on s'associe avec eux pour demander qu'il y ait justice là-dessus, pour qu'ils soient moins jugés. En fait, vous êtes en train de dire, Michel, si je vous ai compris, le problème avec le tyran Sassou Nguesso, il n'y a pas dialogue. Il faut plutôt le traduire en justice et la place des criminels, c'est en prison et non à la présidence. Sassou Nguesso ne changera jamais. Comprenez? Vous pouvez lui donner, regardez le courage qu'il a eu de garder 14 000 milliards. Je répète ici, que le jour qu'il avait déposé la plainte, le greffier en chef qui m'avait reçu, il me dit, Monsieur Nsangou, il me semble que vous vous êtes trompé là. Je dis, mais vous avez voulu écrire 14 millions ou 14 000 milliards? Je dis, non, mais c'est 14 000 milliards parce que lui-même, il le reconnaît qu'il avait gardé cet argent dans nous. Et ils ont tous rigolé, ils disent, depuis que je suis magistrat, je n'ai jamais entendu que quelqu'un détourner 14 000 milliards. Ça, on vous dit ça, on vous le dit en France. Mais ça, on le dit. Mais au Congo, ça ne choque personne. Quelqu'un qui lève le temps pour lui dire, voilà, mais c'est comme si, parce que, ah non. J'ai même des gens qui me disent, mais tais-toi, Tanzango, mais qu'est-ce que tu cherches? Mais pense à ta famille. Moi, je dis, en fait, sur cette affaire, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'avais dit d'entrée du jeu qu'on allait privilégier les crimes contre l'humanité, mais puisque 14 000 milliards, c'est quand même 25 milliards de dollars. Mais c'est un crime. Volés comme ça. Est-ce qu'on peut ouvrir cette petite parenthèse des 14 000 milliards? Quels sont les éléments à votre disposition qui confortent dans votre posture de croire que finalement, voilà, Denis Sassou Nguesso, parce que vous l'avez rapporté dans votre lettre, vous dites 14 000 milliards volés par Denis Sassou Nguesso et son fils, supposé Denis Christian Sassou Nguesso. Vous savez pourquoi je dis ça? Expliquez-nous. Je suis quelqu'un qui est toujours dans de mauvais endroits au bon moment. Il y a un opposant qui était venu qui avait tenu une conférence de presse ici, qui s'appelle le président Mathias Sonzo. Conférence de presse dans un hôtel Ibis à Paris. Et j'étais parti. Comme j'étais porteur de message d'une lettre ouverte que je voulais le remettre à main pour lui dire que, monsieur, j'avais suivi vos déclarations que vous avez faites à Brazzaville ou quelque part, où il disait qu'à la sortie de la guerre, ils se sont retrouvés avec un problème dramatique au vu de nombreux cadavres éparpillés dans la ville. De peur que la communauté internationale ne saisisse l'occasion, ils étaient obligés de les enterrer à la sauvette. Une façon de dissimuler les crimes contre l'humanité. Vous comprenez? Donc,
Il va plus loin, il dit, même pour le crime de 4 mars 2012, les explosions, pardon, pour ceux qui nous suivent, le 4 mars 2012, ce sont là des explosions de dépôts de munitions d'armes de Mpila, c'est ça? Voilà. Il dit, il y a eu plus de 3000 morts. Ça, c'est Mathias Nzo qui Monsieur Mathias Nzo qui le dit, il le dit à un président qui cherche à retrouver qu'on puisse dénoncer le crime et qui a déposé plainte devant le tribunal. Il nous donne encore d'autres révélations qu'il essaie là où ils avaient enterré ces gens, dans le parti nord. Une bonne partie des corps de sécurité étaient jetés dans le fleuve. Ça, c'est lui qui le dit. Et revenons sur les 14 000 milliards. Pardon, non, mais attends, on va arriver sur les 14 000 milliards, Michel. C'est sérieux là. Vous dites que pour dissimuler les crimes contre l'humanité, Denis Sassou Nguesso et ses hommes ont ramassé les corps qui jonchaient le sol dont Brazzaville pour aller les enterrer probablement dans des fosses communes dans le nord du pays. Et les corps déchiquetés, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'autres étaient jetés dans le fleuve. Le fleuve, oui. Tout ça pour effacer les traces. Ça a été filmé et les images sont là. Ça se passe en quelle période? La déclaration de M. Mathias Nzo a été filmée et les images sont là. Ce jour-là, on a failli même me menacer par ses partisans qui étaient dans l'hôtel parce que je lisais la lettre devant lui et qui m'avaient menacé. Mais c'est lui qui avait donné l'ordre, il dit ne le touchez pas. Ce qu'il dit est correct. C'est depuis le pays que nous étions informés qu'il y a des compatriotes qui ont créé une association des victimes de guerre, qui ont déposé plainte. Nous vous encourageons, M. Nsangou, parce que c'est une première dans l'histoire de notre pays. Donc, revenons maintenant pour dire, si vous voulez sauver vraiment ce pays, en dehors des crimes qu'on a commis, personne ne peut admirer qu'on a connu des guerres, que partout il y avait des cadavres. Ça, c'est pas Mathias Nzo qui dit. Ça, c'est en quelle période ça, partout il y avait des cadavres? 1998? Lui, il parlait de 97-98. 97-98, oui, voilà. OK. Alors donc, continuez sur les 14 000, hein, vous avez dit 14 000 milliards. Oui, je revenais, mais pour finir d'abord, il y a quelque chose qui me s'est rappelé. Vous savez qu'à un certain moment, pendant que le président Kolela était médiateur national, que Bongo était président, médiateur international, ils avaient bénéficié d'une pause pour dire il faudra qu'on puisse faire le cessez-le-feu pour une pause d'une semaine, le temps qu'on ramasse les corps. Donc, l'ordre était donné à nos compatriotes de la RDC qui avaient l'habitude d'avoir des pouces, pour dire, celui qui ramène un cadavre, on a 30 000 par cadavre. Papa, c'était de mon terme. Mais on ne dirait pas aujourd'hui où est-ce qu'on a enterré ces gens-là. Allez demander à Landry Kolela qui est membre du gouvernement alors que lui, il était là, il ne vous dirait pas où est-ce qu'on a enterré ces gens. Parce que tous ces corps avaient ramené de Ouézé, ils avaient ramené tous ces corps-là à Bakongo. Donc, ça avait traversé le Dieu. Mais je sais là où vous avez mis ce corps-là. Je préfère le dire. Et dire que Jacques Chirac, ancien président de la République française, s'est targué de dire que Denis Sassou Nguesso, c'est l'homme qu'il fallait, et il s'est réjoui d'ailleurs de ce coup d'État militaire, et comme vous le disiez tout à l'heure, que la France est impliquée pour garantir les intérêts de la France. Je vais proposer à nos téléspectateurs de suivre cette séquence. C'est toujours bien de donner les éléments d'appréciation à nos téléspectateurs pour qu'on ne nous prenne pas pour des gens qui viennent délirer. Suivez. Pour vous dire les choses telles qu'elles sont, et tout à fait franchement, je me suis réjoui de l'intervention de l'Angola au Congo pour la raison simple, c'est que ce pays était en train de s'effondrer dans la guerre civile, de s'autodétruire, et qu'il était souhaitable que l'ordre revienne. Il y avait quelqu'un qui était capable de le faire revenir, c'était Denis Sassou Nguesso. Il lui fallait un soutien extérieur pour cela, pour un certain nombre de raisons. L'Angola le lui a apporté, la paix est revenue, le développement est reparti. Enfin, je veux dire, les conditions du développement reprennent. Cette ville qui est devenue martyre de Brazza commence à se relever et Denis Sassou Nguesso s'est engagé à
mettre en œuvre le processus de démocratisation dans un délai maximum de 2 ans, ce qui est considéré par les autorités internationales comme quelque chose de bon, et par conséquent, voilà. Je dirais que maintenant, M. Mathias Sanzo poursuivi pour dire, M. Sango, au-delà des crimes de sang dont vous parlez, et si vous voulez sauver ce pays pour quelque chose, je vous donne là une information capitale que vous pouvez insérer dans votre plainte. Il dit, moi, Mathias Sanzo, je suis de formation banquier. Oui. Et je suis ce ministre des Finances qui avait initié le compte des générations futures. Voici ce que les amis banquiers m'ont dit quand je suis arrivé. Ils m'ont appelé pour me dire, Monsieur Mathias Sanson, les 14 000 milliards qui étaient là, votre président et son fils ont déplacé cet argent-là dans les pays étrangers. Les 14 000 milliards. Mais comme c'est de montant... Pardon, Michel, je préfère récapituler pour nos téléspectateurs. Vous êtes en train de dire, il vous a dit que les 14 000 milliards du fonds de garantie des générations futures du Congo ont été déplacés par Denis Sassou Nguesso et son fils pour une destination bien connue. Cet argent-là... Et eux, les deux là, Sassou Nguesso et son fils, pendant que les Congolais croupissent dans la misère aujourd'hui. Voilà. Et ils ont 25 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. Et il avait encore rajouté pour dire qu'il était prêt à témoigner parce qu'il y a des traces qui sont là. Ils savent où l'argent est parti. Mais comme c'est un politicien, quand il parle, il dit, oh, c'est un politicien, donc je fais semblant de nier de non, politicien, mais c'est d'abord un ancien ministre des Finances. Quand Mathias Sanson parle des finances ou de l'économie congolaise, on ne peut pas douter, pas du tout. Il n'y a pas un moindre doute, parce que c'est quand même un technicien qui a géré ce département. Et la fois dernière, c'est même lui qui révélait que finalement, l'argent du Congo ne passe plus par le Trésor. Le Trésor, c'est vide. Lorsqu'on veut payer les fonctionnaires, c'est évidemment, comme vous le disiez tout à l'heure, là, c'est des sacs qui viennent de partout. On n'a jamais su d'où ça vient, et puis voilà. Et un matin, on vous dit on a viré les salaires, alors que le trésor, il est vide. Donc, on n'a jamais su d'où vient cet argent, où est-ce que l'argent du Congo est gardé. Et la preuve, c'est que nous avons de plus en plus des révélations, comme quoi Denis Sassou Nguesso est à la tête d'un réseau mafieux qui détourne tout l'argent du pétrole congolais. Et sa famille, et dans son clan, il y a des membres de son clan qui sont devenus des propriétaires des puits de pétrole au Congo-Brazzaville. Et comme je disais d'entrée de jeu, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut rassembler, collecter toutes les informations nécessaires sur les crimes qui ont été commis au Congo, les crimes contre l'humanité, crimes de guerre, assassinats politiques, ça on en sait un peu beaucoup plus. Il y a aussi des disparitions forcées. Lorsque vous parlez des crimes contre l'humanité, bon, généralement, on s'arrête souvent, et c'est ce que j'ai constaté, on parle des crimes qui ont été commis à Brazzaville, dans le pôle, à Ikongono, mais rarement on parle de ce qui s'est passé à Pointe-Noire, parce qu'à Pointe-Noire aussi, il y a eu des crimes contre l'humanité. Je fais allusion ici, par exemple, lors du référendum, c'est-à-dire la période référendaire, le référendum sur la violation, j'allais dire, le coup d'État constitutionnel d'octobre 2015. Et ça, vous n'avez pas pris ça en compte? Et rien ne nous a échappé, tout a été comptabilisé. Même dernièrement, avec le truc de Ornano qui a eu, les dames de Ornano, se trouve maintenant sur la table, sur le bureau du procureur de la République. Tout a été notifié. Mais parlons de Pointe-Noire. Il n'y a pas eu Pointe-Noire, il y a Dolizy et Nkayi. Pendant la manifestation de non-changement de la Constitution, vous savez qu'il y a eu des drames, vous étiez encore à Pointe-Noire. Tout à fait. Mais selon les éléments que le président Guy Parfait-Kodela m'avait envoyé personnel, se trouverait des règlements à l'amiable signés par des parents que Colonel Makosso était envoyé à Pointe-Noire pour persuader les parents
de ne pas se présenter au niveau de l'opposition pour qu'ils enterrent directement leur corps, leurs parents décédés, moyennant l'argent. Signer le numéro de téléphone, les adresses, le montant que les parents prenaient. Pardon, Michel, vous êtes en train de dire que dans le cas de Pointe-Noire, lors évidemment des massacres qui ont eu lieu pendant, je crois, c'était c'est le 20 octobre 2015, Colline Makosso avait été envoyé par Denis Sassou Nguesso à Pointe-Noire. Tout à fait, oui, je le confirme. Pour faire signer des mémorandums, vous avez dit, une sorte de décharge comme ça, c'est-à-dire les parents des victimes devaient se garder de présenter ces cas-là à l'opposition et moyennant de l'argent qu'on a donné à ces familles-là pour qu'elles aillent enterrer directement. Moyennant des millions, oui. Et ça a été l'œuvre d'Anatole Colline Makosso. Alors qu'il était seulement ministre d'enseignement. Tout ça pour occulter ce crime contre l'humanité. Pour faire disparaître des preuves. Pour faire disparaître des preuves. Pendant que vous cherchez à retrouver où sont parties les victimes que l'on ne trouve pas, mais au fond, le membre du PCT se sont arrangés avec les parents pour leur dire prenez cet argent, signez les engagements ici. Donc, ils ont signé des procurations. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de corps qu'ils ont enterrés comme ça précipitamment. C'est ça. Ma petite personne est bien placée parce que je ne sais pas pourquoi le bon Dieu avait voulu que je sois moi, pour que je sois témoin de le moment difficile comme ça. Vous voyez? Donc, je le répète souvent ici, j'ai souvent demandé pardon à tous les collègues chauffeurs qui sont à la présidence, surtout ceux du Sud, pour dire, nous ne sommes pas tous comme ça. Nous savons garder silence en respectant, comme on dit, il y a un proverbe qui dit chez nous à la présidence d'abord, quand on travaillait, que le chauffeur là, c'est quelqu'un qui voit tout, qui entend tout, mais qui ne dit rien. Mais moi, j'ai brisé ces mythes-là pour la simple raison que j'ai été victime de fusillade, j'ai été tombé. Est-ce que c'était pour te faire disparaître alors? Bon, peu importe ce qui est arrivé, parce que je n'étais pas le seul à être victime de fusillade ce jour-là, mais je parle de ma personne. Que ma mission, c'est de venir témoigner sur terre avant que je parte. Donc, peu importe ce qui m'arrivera, moi, ma mission, c'est de révéler tout ce qui a été caché. Parce que ça va aider même ceux qui sont au-delà, qui nous ont quittés. Mais tous ces éléments, on aurait bien souhaité les aborder en détail, mais le temps ne nous le permet plus. Par contre, sur les crimes contre l'humanité, vous avez cité aussi l'assassinat du cardinal Émile Biaenda. Tout le monde sait comment cet unique cardinal du Congo avait été assassiné, dans quelles conditions. Il y a eu aussi l'assassinat de l'ancien président Alphonse Massamba Deba, à côté, bien sûr, de l'assassinat du président Marien Ngouabi. Et lorsque vous parlez du cardinal Émile Biaenda, évidemment, je reviens sur ce que vous nous avez dit tout à l'heure d'entrée de jeu, puisque vous l'avez rappelé, vous avez dit de ne pas oublier, c'était de revenir sur la visite, évidemment, je ne sais pas comment appeler ça, le repas que le général criminel François Ndengue, je dis criminel, ce n'est pas moi qui le dis, hein, vous pouvez aller vérifier au niveau de la justice française, il a des dossiers là-bas, d'ailleurs, une fois, il a été, je crois, extirpé de nuit, je ne sais pas. Il était pris là-bas, il était gardé, mais on n'a pas compris comment, nuitamment, il avait été voilà, sorti de la prison. Mais je crois que ça s'est passé entre Brazzaville et Paris. Et là aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, la France, on ne sait pas à quoi joue la France jusqu'à protéger les crimes contre l'humanité. Ce monsieur est donc la cible aussi de la justice française. On connaît beaucoup de choses de lui. Les Brazzavillois ont vu comment il a exécuté froidement les jeunes en public, ça on le sait.
Tout le monde le sait. Et d'ailleurs, ils s'en vantaient, ils pouvaient le faire en public avec son PMACA, comme on le dit. Et c'est lui-même qui le disait. Le seul outil qu'il a pour régler les problèmes, c'est le PMACA. C'est le général criminel François Ndengue qui le disait. Alors, les évêques étaient invités chez lui. Je ne sais pas si c'était pour le repas, pour une prière. Bon, jusqu'aujourd'hui, on n'a aucune communication officielle là-dessus. L'Église ne s'est même pas prononcée sur cette visite, j'allais dire, incestueuse. Comment comprendre ça? Quel est le message que ces évêques ont envoyé au niveau des Congolais? Parce que lorsqu'ils se retrouvent là-bas, les fidèles, leurs fidèles les voient, et parmi ces fidèles, il y a des parents des victimes de ce criminel. Je dis criminel, je répète, ce n'est pas moi. Monsieur Dengue est un criminel recherché. Et la preuve, c'est qu'il ne met même plus pied en France, là où il a pourtant... Mais moi, je le confirme, monsieur Perrin, pour vous Et aider. il arrive parfois en France en catimini. Désormais, il utilise d'autres passeports, d'autres noms pour y arriver. Bref, alors, les prêtres étaient chez le général François Dengue. Vous avez parlé tout à l'heure de l'assassinat du cardinal Émile Bienda. J'ai l'impression que l'Église catholique, on va me le pardonner, hein, je ne dis pas tous les chrétiens, bien sûr, tous les fidèles de l'Église catholique, mais j'ai l'impression que certains prêtres de cette Église interrogent quand même. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Certains évêques dérangent quand même. C'est honteux ce qu'ils font. Et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Moi, je veux seulement ouvrir des brèches, des titres, pour que les gens puissent peut-être en parler plus tard. Oui. J'ai eu la chance de croiser. Puisque vous disiez qu'il faut parler de cette visite, qu'en savez-vous? Vous savez que je suis... C'est grâce à votre chaîne aussi également, M. Perret. Vous avez vu le boulot que vous avez fait, le problème de Pouchine Sango, qui est mon fils, dans lequel Oui, sur l'affaire Poussi Sangou, Alain Lemba, oui. Mais parlons d'abord de ces évêques qui sont allés manger chez... Voilà. Mais ceux qui sont allés manger, on leur fait grâce quand même. Ils ne savent pas que cet homme qui était en face d'eux, c'est le même qui est allé recruter les bébés noirs à Kinshasa. Et c'est le même qui avait recruté les cobras à Brazzaville. Et qui, de ses propres mains, il a tué en plein marché public. C'était à Bakongo. Maintenant, ils vont peut-être me dire, oui, mais c'est en action. C'est une personne, il a aussi droit à la vie ou à l'espirituel, au pardon, mais il faudra qu'ils le savent que jusqu'à aujourd'hui, les bébés noirs continuent à semer la terreur à Brazzaville. Ils n'en parlent pas. Mais on les a vus au repas. La moindre chose qu'ils devaient faire pour respecter les victimes, c'est de dire à tous ces militaires, à général Dengue, ne filmez pas pour ne pas fixer les victimes. Moi, je leur c'est la question que je me posais là. Pour quel intérêt ont-ils filmé une telle rencontre? C'est quoi le message qu'ils ont voulu envoyer? Mais regardez même la tête que le Monseigneur Porte l'a fait. Je crois qu'il était triste. Ces gens-là revenaient à la célébration qui a été organisée, qu'ils avaient organisée à Rwanda pour installer le nouveau évêque, l'archevêque de Rwanda. Mais comme Ndengue fait partie, il est à la fois Kouyou et Moshi, parce qu'il est à la limite de Oboya, c'est la limite entre Owando et Oyo. Il a aussi des parents. Souvenez-vous que le président Yombi disait que Ndengue, c'est un Kouyou, c'est Kouyou. Donc, il s'est dit, je suis au carrefour, je vous attends à la maison, venez, on va partager. Et n'oubliez pas hein, que ce sont les mêmes prêtres hein, qui sont allés monter, qu'on appelle, une chapelle chez lui pour, je ne sais pas pour quelle raison. Oui, mais moi, Michel, au-delà de l'appartenance ethnique ou clanique, ce qui est vrai, les Congolais sont faits pour vivre ensemble. Encore, on me dira, ils sont allés là-bas peut-être pour une prière, mais tous ces prêtres-là en soutane en plus. Pourquoi enfin, Ndengue, je préfère l'appeler comme ça, Monsieur parce que Perret. moi, écoutez, les criminels n'ont pas droit au respect. Ndengue n'est pas allé. Pourquoi Ndengue n'est pas allé à l'église, par exemple, pour qu'on prie pour lui? Pourquoi est-ce que c'est tous ces prêtres-là qui se déplacent
au domicile privé Il de n'était même M. pas membre, Ndengue il n'est pas et membre filmé en plus. il n'est même pas membre du gouvernement, M. Père. Mais je vais vous dire, voici ce qui s'est passé sur mon voyage à Rome, puisqu'il faudrait que j'en parle un petit peu pour que les gens soient édifiés. J'avais écrit à la l'administrature de Brazzaville pour dire, malgré le bruit que nous avons fait sur les chaînes, j'ai aussi adressé une lettre ouverte à la l'administrature de Brazzaville, qui nous avait répondu. Mais moi, j'avais pensé que je n'étais pas l'homme bien placé pour le faire. Au moment où l'avocat, moi, mon fils avait déjà une avocate, et je suis de l'honneur parce qu'elle ne veut pas parler, elle aussi non plus. Oui. J'ai dit, voici les coordonnées de la nomenclature, prends contact avec lui, parce que nous avons discuté ensemble à temps. Et quand l'avocate a demandé à l'avocat, à la nomenclature, il s'est fâché, il dit, je n'ai jamais parlé avec M. Sangou, il ment. Pourquoi il ment? C'est parce que il fut un moment où Maître Nkunku était venu dire ici, c'est un menteur, ministre Malek était venu dire que c'est un menteur, Alain Lemba, Alain, qu'on appelle Lola, était venu dire, M. Sangou, il ment. Et ils en ont profité pour dire, ah, on peut maintenant profiter pour dire, c'est un menteur, pour casser tout ce que j'ai fait. Mais quand je suis allé au Vatican, j'avais eu la chance d'être reçu par le courrier que j'avais ramené à la préfecture, qui m'ont dit, vous ne pouvez pas partir comme ça, repartir à Paris, en France. Attendez qu'on vous envoie directement sur le cardinal. Peut-être qu'il aura le temps de vous dire un mot. Et le cardinal qui m'avait reçu avait désigné quelqu'un pour m'écouter. Sinon, le cardinal avait dit, vous vous êtes déplacé de Paris, de France jusqu'ici, dites-nous qu'est-ce que vous en voulez pour qu'on termine, qu'on règle ce problème une bonne fois. Mon dernier mot était de dire, si vous me donnez comme cadeau l'immeuble que vous me donnez, que vous m'avez reçu, dans lequel vous m'avez reçu, ce ne sera pas suffisant ce que Dieu m'a donné. Parce qu'il fut un 11 décembre, j'ai été victime de fusillade, mais c'est lui qui m'avait dit, révèle-toi, relève-toi. Je l'ai fait, souvenu ici, pour que vous récupérez votre curé qui est là, que c'est un pédophile, c'est un criminel, pour protéger les autres victimes qui n'ont personne à leur présenter. Je le fais non pas pour mon fils, mais pour d'autres victimes. Je les ai dit, regardez, pendant qu'on parlait ici, il avait encore violé un petit fils de 12 ans. Entre eux, il avait payé près de 12 millions. Et il m'avait promis pour dire, M. Sangou, donne-nous le temps, la lettre que tu nous envoies, envoie encore à la législature et aux évêques à Brazzaville, et que tu nous accordes un petit temps, nous allons trouver des solutions. Mais quand on a changé l'archevêque de Pointe-Noire et le curé, ils n'ont pas fait état de l'enfant, de l'affaire Poussy. Hein. Ils ont dit que le Saint-Esprit les a inspirés pour nommer le nouveau évêque, puis l'autre, c'est peut-être par l'âge. C'est là où c'est honteux. C'est quand est-ce que vous avez été reçu au Vatican? Oui, En vous juillet, avez souvenance de la date? j'étais là le 11 juillet, 6 mois après. Et vous vous rendez compte que pendant le séjour des évêques du Congo à Brazzaville et au Vatican, le pape les avait reçus. Mais c'était le même jour que l'archevêque de Pointe-Noire était tombé malade, a fait une crise. Hein? Il ne voulait pas rencontrer le pape. Il est tombé dans le pomme. Bien malheureusement, nous sommes obligés d'arrêter cette émission à ce niveau alors que nous avions encore beaucoup de choses à vous dire. Mais on y reviendra à la prochaine production. Mesdames et messieurs, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci, Michel, d'avoir été disponible. Merci, M. Perrin. Et j'espère qu'on se retrouvera encore une fois. Merci. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir encore fait confiance. Je vais simplement vous rappeler de cliquer sur le petit pouce en l'air, juste en bas de la vidéo, après avoir partagé massivement cette interview. Des petits gestes très importants pour nous aider à parfaire notre référencement. En tout cas, c'est votre participation à cette activité médiatique. Vous pouvez aussi soutenir votre média, TLR TV, pourquoi pas, en participant à la cagnotte Litchi TLR TV. Vous trouverez le lien en bas.
Faites-le pour nous aider évidemment à continuer cette œuvre, à continuer à vous produire évidemment des émissions, des interviews, des reportages. Et on a donc besoin de votre soutien si vous voulez bien que cette activité médiatique continue sans heure. En tout cas, merci de nous avoir suivis. On se dit donc au revoir et à la prochaine.